Quand tu commandes quelque chose sur internet, comment est-ce qu'elle arrive jusque chez toi? Par la route? Peut-être qu'elle arrive par avion. Eh bien, tu ne t'en doutes peut-être pas, mais un impressionnant 90% de toutes les marchandises échangées dans le monde sont transportées par bateau, et beaucoup d'entre eux dépendent de voies navigables intérieures pour aller d'un point A à un point B. Ces voies navigables, parfois gigantesques, parfois étonnamment étroites, permettent de réduire les temps de trajet pour que ton colis Amazon arrive encore plus vite. Mais c'est pas leur seul objectif. Entre les passages qui semblent défier toute logique à travers des pays entiers et des détroits ultra étroits où l'on fait passer des navires gigantesques, découvrons ensemble certaines des voies navigables les plus importantes du monde et voyons comment elles ont transformé le monde qui les entoure. Au Panama. Considéré comme l'un des projets de construction les plus ambitieux de l'histoire, cet ouvrage est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie moderne. Voici le canal de Panama, long d'environ 80 km. Il offre un passage entre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique, réduisant considérablement la distance et le temps nécessaire aux navires pour passer de l'un à l'autre. À quel point alors? Eh bien, avant son inauguration en 1914, les navires devaient emprunter la plus longue route. Elle contournait tout le continent sud-américain jusqu'au Cap Horn. Il a fallu 10 longues années à forer la roche massive en extrayant plus de 99 millions de mètres cubes de terre afin de creuser une tranchée d'environ 90 mètres de large et de 30 mètres de profondeur et de plus de 121 de foot de long. Et tout cela a été réalisé avec de la dynamite, des pioches et des vieilles pelles mécaniques à vapeur au charbon de ton arrière-arrière-grand-père. Mais en offrant un passage à travers le Panama, le trajet entre les deux océans a été raccourci d'un incroyable 14 500 km, ce qui aurait représenté un voyage de 2 mois à travers les vagues dangereuses et les vents violents du Cap, qui est désormais réduit à une traversée d'un canal d'environ 10 heures. Qui n'aime pas les raccourcis? Bon, évidemment, ça a un prix. Selon la taille du navire, il faut débourser entre 430 et 690 000 euros pour emprunter le canal. Ça fait un sacré péage, c'est sûr. Mais les économies réalisées en distance, en temps et en carburant rendent cet investissement largement rentable. Cela dit, on peut se demander pourquoi est-ce aussi cher. Une partie de l'explication, c'est que l'océan Atlantique et Pacifique ne sont pas au même niveau. Le canal de Panama est donc équipé d'une série d'écluses, qui sont en quelque sorte de petites chambres de moins de 300 mètres de long et d'environ 34 mètres de large. Chacune possède une porte qui permet de laisser entrer ou sortir de l'eau afin de faire monter ou descendre les bateaux. Quand un bateau doit monter, une vanne d'arrivée s'ouvre et l'eau remplit la chambre faisant monter le navire. Quand il doit descendre, la vanne de sortie s'ouvre et l'eau est évacuée de la chambre. Comme tu t'en doutes, ça représente des quantités d'eau colossales à déplacer et les écluses doivent être entretenues en permanence, d'où le coût élevé du passage. Mais c'est grâce à ce système incroyable que les navires gigantesques peuvent passer en douceur d'un océan à l'autre. Ça n'empêche pas les navires de plus de 30 mètres de long de donner parfois l'impression d'être complètement coincés. Utilisé principalement par les navires américains en route vers l'Asie, cet énorme chantier de 10 ans voit aujourd'hui passer entre 13 000 et 14 000 navires chaque année, générant environ 2,2 milliards d'euros de recettes de péage. Je peux encore faire une blague sur un canal ou est-ce que le bateau est déjà parti? Houston, nous avons un canal. Au début du XXe siècle, le Texas abritait le Buffalo Bayou, une voie d'eau marécageuse qui s'étendait de la côte jusqu'au cœur du Texas. Mais il était tellement envahi par la végétation que seuls quelques bateaux à vapeur et embarcations à faible tirant d'eau pouvaient y naviguer. Puis en 1909, les habitants ont soudain réalisé le potentiel d'une voie navigable reliant le golfe du Mexique au comté de Harris au Texas. Ils ont passé 5 ans à dégager et draguer environ 80 km du bayou jusqu'à obtenir un chenal d'environ 150 mètres de large et 14 mètres de profondeur. Et aujourd'hui, le bien nommé Houston Ship Channel est l'une des voies navigables les plus efficaces des États-Unis, reliant Houston au reste du monde. En 2022, il a battu un record avec 55 millions de tonnes de marchandises ayant transité cette seule année. Il relie des centaines d'entreprises et son complexe industriel à lui seul est estimé à environ 2,6 milliards d'euros, faisant travailler près de 55 000 personnes. Aujourd'hui, il génère plus de 690 milliards d'euros de valeur économique représentant à lui seul 20% du PIB du Texas. L'impact de ce seul chenal sur les États-Unis est impossible à ignorer, surtout quand on sait que le port de Houston a été le premier pays à adopter le transport de conteneurs, et ce chenal a pratiquement ouvert le sud des États-Unis aux réseaux commerciaux du monde entier, faisant de lui l'une des voies navigables les plus fréquentées du pays. Il est également essentiel au commerce international du Texas que, s'il était resté un simple marais, l'État n'aurait probablement jamais connu une telle prospérité. Désormais, il s'apprête à accueillir son 11e agrandissement majeur, avec un chantier visant une livraison en 2026 pour un investissement d'environ 860 millions d'euros.
Le projet prévoit d'élargir encore le chenal, qui atteindrait une largeur gigantesque d'environ 210 mètres. Ouais, qu'est-ce qu'il compte bien faire passer par là? Le fort Alamo en entier ou quoi? Entre l'immense canal de Panama et l'incroyable Houston Ship Channel, lequel t'impressionne le plus toi? Le canal du Panama est incontestablement iconique, mais l'énorme travail accompli par les habitants pour Houston est tout aussi extraordinaire. Franchement, j'arrive pas à me décider. Et toi, tu choisirais lequel? Si tu votes pour le Panama, laisse un like, si tu préfères Houston, abonne-toi. C'est fait? Parfait, alors quelle est la prochaine voie navigable qui a changé le cours de l'histoire? Une réalisation grandiose. Bon, petit quiz. Quel est le plus long canal artificiel au monde? Tu ne sais pas? D'accord, alors essaye celui-ci. Quel est le plus ancien canal artificiel au monde? Toujours aucune idée? Et si je te disais que la réponse est la même pour les deux? Non? Eh bien dites donc, qu'est-ce qu'il leur apprend à l'école de nos jours? La réponse est le Grand Canal de Chine, qui s'étend sur environ 1790 km et qui n'a été considéré comme terminé qu'après l'incroyable durée de 2000 ans de travaux. Même si certaines sections sont encore reconstruites et rénovées aujourd'hui. C'est presque impossible à croire, non? Eh bien attends, je vais encore plus te surprendre. Avant la révolution industrielle, le Grand Canal était considéré comme le plus grand et le plus vaste projet d'ingénierie au monde. Il a été imaginé pour unifier les communications à l'intérieur de l'empire de la dynastie Sui, mais aussi pour transporter des troupes, des matériaux et des denrées alimentaires destinées à nourrir la population. La construction de ce monstre a débuté en 486 avant Jésus-Christ, avec de petites sections construites, abandonnées puis reconstruites au fil des siècles. On estime que plus de 9 millions de personnes ont participé à son édification, y compris ses 21 écluses et ses 60 ponts. Cette voie navigable relie Pékin à Hangzhou et connecte les deux plus grands fleuves de Chine, le Yangtze et le fleuve Jaune, avec environ 100 000 navires qui l'empruntent chaque année. Il transporte également 260 millions de tonnes de marchandises par an, attribuant en permanence à la croissance économique du pays. À son apogée, au XVe et au XVIe siècle, environ 400 000 tonnes de céréales y étaient transportées chaque année. À ses débuts, de la paille, de la pierre et de l'argile et de la terre ont été utilisés pour construire différents éléments du canal, mais il est devenu un lien de transport tellement essentiel qu'en 1958, des travaux ont été lancés afin qu'il puisse accueillir des navires jusqu'à 600 tonnes, et aujourd'hui, il est capable de faire circuler des péniches de taille moyenne sur toute sa longueur. Ouais, ça c'est une histoire vraiment grandiose, il porte franchement bien son nom. Le génie hollandais. Évidemment, les merveilles d'architecture maritime ne servent pas uniquement aux routes commerciales et au transport de marchandises. Elles peuvent aussi rendre ton trajet du matin beaucoup plus simple. Regarde plutôt ça. Au lieu de construire un pont au-dessus de l'eau, cet ouvrage unique aux Pays-Bas a décidé de construire un pont d'eau. On le trouve au-dessus de la route N302 qui relie le continent à une grande île artificielle appelée Flevoland, en traversant le lac Veluwe. Au début des années 2000, les ingénieurs cherchaient un moyen de relier le lac Veluwe au lac Wanderwied, tout le trafic fluvial que la route séparait. Un pont levant classique n'était pas une option, car environ 28 000 véhicules empruntaient cette route chaque jour, et attendre que le pont s'ouvre puis se referme aurait provoqué d'énormes bouchons. Ils ont donc proposé un aqueduc de 25 mètres de long, 19 mètres de large et de près de 3 mètres de profondeur, permettant aux bateaux de passer au-dessus de la route comme un pont spécialement conçu pour eux. Et en plus, la solution s'est révélée moins chère. Comparé à cet aqueduc qui a coûté environ 52 millions d'euros, un pont levant rempli de mécanismes que peut compter plusieurs centaines de millions d'euros. Le projet validé, l'aqueduc de Veluwe était construit en 2002, en utilisant plus de 20 000 mètres cubes de béton et d'acier afin de supporter le poids de l'eau au-dessus de la chaussée. Grâce à cette structure colossale, il empêche l'eau de déborder sur l'autoroute. Personne n'a envie que sa voiture se mette à nager sur la route, non ? Malheureusement, les plus grands navires ne peuvent pas franchir l'aqueduc car ils ont généralement un tirant d'eau de 9 à 15 mètres. Avec une profondeur d'à peine 3 mètres, il est réservé aux petits et moyens bateaux. Quel dommage. Voir un énorme paquebot passer au-dessus de la toiture, ça rendrait le trajet du matin beaucoup plus mémorable, non? Quand deux ne font plus qu'un. Le canal de Volga-Don, qui porte très bien son nom, est une voie navigable qui relie les fleuves russes de la Volga et du Don. Il offre le passage entre la mer Caspienne et la mer d'Azov, permettant de rejoindre les principaux océans du monde, ce qui en fait une route maritime d'une importance capitale. Tellement importante que les premiers travaux ont débuté au XVIe siècle. Ensuite, 30 tentatives ont été faites pour relier les deux fleuves, mais elles se sont toutes soldées par un échec. Même le tsar russe Pierre le Grand a essayé et a échoué. Il a fallu attendre 1948, sous le régime soviétique, pour que le canal et toutes ses installations soient enfin construites et reliées. Le chantier a mobilisé environ 900 000 personnes et le canal a été achevé seulement 4 ans plus tard, en 1952, avec une largeur d'environ 80 mètres, une profondeur de 8 mètres et une longueur totale de 100 km.
Tout comme le canal du Panama, les deux fleuves ne sont pas au même niveau, le canal possède donc 13 écluses. Depuis le point le plus élevé entre les deux fleuves, il faut franchir 4 écluses pour rejoindre le Don, en passant par une série de réservoirs, ce qui représente une descente d'environ 44 mètres. En revanche, de ce même point, il faut traverser 9 écluses pour rejoindre la Volga, car son parcours est beaucoup plus escarpé et descend d'environ 88 mètres. Et bien qu'il ait été achevé il y a plus de 50 ans, il demeure encore aujourd'hui l'une des voies navigables les plus déterminantes de l'histoire moderne. Non seulement il a servi de symbole de puissance à l'Union soviétique, mais il a également offert à la Russie un accès précieux aux marchés internationaux grâce à sa route vers la mer Noire. Cela s'est révélé extrêmement bénéfique pour l'économie régionale, et continue de l'être aujourd'hui. En plus d'offrir la connexion navigable la plus courte entre la mer Caspienne, qui serait autrement enclavée, et les océans du monde, ces centrales électriques produisent assez d'électricité pour rendre la majorité des mécanismes du canal autonome. Le plongeon néerlandais. Rotterdam est une ville néerlandaise célèbre pour ses très nombreux canaux. Beaucoup de ces voies navigables, appelées les singles, ont été construites pour empêcher la propagation du choléra au XIXe siècle. Pour y parvenir, elles évacuaient ingénieusement toutes les eaux usées et contaminées vers la mer. Cependant, la voie navigable de Winschoterdiep à Groningen servait à déverser quelque chose de complètement différent dans ces eaux, des navires. Situé sur les rives du canal, le chantier naval Ferrus Smith est l'un des plus célèbres au monde. Il a déjà construit et mis à l'eau plus de 470 navires et ce n'est pas fini. Avec 6 à 8 livraisons chaque année, l'un de ces géants du commerce, l'Ark-Loacor, a été construit pour transporter des produits comme du blé et du maïs sur les voies navigables européennes et mesure la bagatelle de 119 mètres de long. Ces navires sont impressionnants, mais pas autant que la manière dont ils sont mis à l'eau. Tu vois, ces navires peuvent dépasser les 122 mètres de long, mais ne font qu'environ 15 mètres de large. Ça les rend parfaits pour circuler dans les passages étroits du canal. Le Winschoterdiep fait environ 100 mètres de large en moyenne, mais ces immenses navires sont si étroits que le Ferrus Smith peut les mettre à l'eau dans des sections de moins de 30 mètres de large. Cependant, ils font tout de même de sacrées vagues. Et comme cette section du canal longe directement une route publique, lorsqu'un navire géant est mis à l'eau, l'éclaboussure atteint souvent l'autre côté de la route. Alors, ce canal relativement étroit ne paye peut-être pas de mine, mais il est tout de même capable de supporter le poids de navires de Ferrus Smith, ce qui est déjà un authentique exploit. Flux de liquidité. Au premier coup d'œil, on ne dirait pas, mais le canal Erie est peut-être bien l'une des machines à fric les plus rapides des États-Unis. Cette voie navigable, ouverte au commerce en 1821, relie les grands lacs du fleuve Hudson et à l'océan Atlantique sur une longueur d'environ 565 km. Son succès a été immédiat. Utilisé par des navires marchands, et il a permis de réduire les coûts de transport d'un phénoménal 95%. C'est complètement dingue. Mais comment a-t-il pu réaliser un tel exploit? Eh bien, avant l'arrivée des chemins de fer, alors que le transport fluvial était l'un des principaux moyens d'acheminer des marchandises en masse, on dépendait beaucoup des animaux comme les mules. Or, une mule ne peut transporter qu'environ 113 kg de marchandises sur la terre, mais elle peut tirer sur l'eau une barge pesant jusqu'à 27 tonnes, le long d'un chemin de halage. Avant la construction du canal Erie, transporter des marchandises de Buffalo à New York coûtait environ 86 € la tonne. Une fois le canal achevé, les mules pouvaient désormais tirer 240 fois plus de marchandises sur chaque trajet. Ce coût s'est effondré à seulement 9 € par tonne. Ça, c'est une sacrée baisse de prix. Et c'est pas le seul héritage remarquable de ce canal. Le canal Erie a encouragé la construction de canaux dans tout l'État après avoir transformé New York en un immense centre commercial. De nombreux ingénieurs ayant travaillé sur le canal ont ensuite construit d'autres voies navigables et chemins de fer essentiels aux États-Unis grâce à l'expérience acquise sur l'Erie. Son utilisation est restée très importante jusqu'au XXe siècle et il est devenu une route commerciale indispensable reliant de nombreuses villes. De nos jours, les bateaux touristiques représentent la principale source de trafic, transformant la section principale du canal en une destination touristique incontournable. Dites donc, cette voie navigable a connu plus d'évolution qu'un Pokémon. Déjà, elle a placé New York sur la carte. Sa popularité a donné naissance à tout un réseau de canaux américains, et elle a transformé un trajet de 2 semaines en diligence en une traversée de 5 jours sur l'eau, a fait économiser des tonnes d'argent aux marchands, etc. Disons que je suis irrésistiblement impressionné. Ça fait un long moment.
Aujourd'hui, quand quelqu'un prononce le nom Klong, tu peux avoir l'impression qu'il essaye d'imiter le son d'une vieille horloge. Mais en réalité, les Klong désignent tout un réseau de canaux en Thaïlande, qui sont remarquablement antérieurs aux grandes routes. On estime qu'ils ont été creusés pour la première fois dans le paysage il y a plus de 600 ans par des habitants locaux afin de permettre aux navires marchands de circuler librement à travers le pays. Reliés par trois grands fleuves, Chao Phraya, Mai Klong et Tai Chin, les 1682 Klong s'étendent au total sur environ 2604 km et forment une impressionnante toile d'araignée composée de routes commerciales et de canaux d'évacuation. Rien que dans la capitale, Bangkok. Encore aujourd'hui, de la nourriture, des textiles, de la poterie et des matériaux de construction sont acheminés vers différentes villes grâce aux canaux et sont même vendus directement sur l'eau dans des marchés flottants. On dirait un décor de film de science-fiction, non ? Ces Klong dominaient complètement les transports thaïlandais, avant que les Européens ne finissent par en avoir assez de devoir flotter absolument partout. Avec l'influence occidentale croissante, les routes ont commencé à remplacer les canaux, et certains ont malheureusement été recouverts puis remplacés par des constructions. Aujourd'hui, ils servent davantage d'itinéraires touristiques, ce qui a empêché les Klong de tomber totalement à l'abandon. En fait, les routes n'occupent que 8% de la superficie de Bangkok, ce qui prouve que ces voies navigables constituent encore un système de transport essentiel. Et franchement, elles sont probablement même plus rapides que la voiture. Historiquement, les habitants ont toujours vécu au bord des canaux, ce qui est l'une des situations les plus effrayantes que je puisse imaginer. Qui ne serait pas terrifié à l'idée d'une inondation? Mais de solides digues, des pilotis et des barges permettent à toutes ces maisons de rester au-dessus de l'eau. L'architecture thaïlandaise continue de construire de nouvelles maisons résistantes aux inondations qui sont ancrées aux rives. Équipées de pontours en acier et remplies de polystyrène, elles peuvent soulever la structure jusqu'à près de 3 mètres au-dessus du sol lorsque l'eau s'infiltre. Ouais, ça c'est travailler plus intelligent et pas plus durement. Le canal à 1 km d'altitude. Bon, quoi que tu fasses sur cette prochaine voie navigable, ne regarde surtout pas en bas. Cette structure à couper le souffle, c'est... Attends, laisse-moi bien prononcer ça. L'aqueduc de Pont-que-Seulté. Ouais, ça ira comme ça. S'il y a des Gallois qui regardent, n'hésitez pas à noter mon gallois dans les commentaires. Cette structure en pierre composée de 18 arches a été construite au Pays de Galles en 1805 et, avec ses impressionnants 38 mètres de hauteur, elle reste encore aujourd'hui l'aqueduc le plus haut du monde. Au début du 19e siècle, un tel exploit d'ingénierie était complètement inédit. Il faisait partie d'un pari professionnel très risqué, pris par l'architecte Thomas Telford, qui a conçu cet aqueduc pour des péniches étroites transportant du charbon. Intégré au canal de Llangolan, il a grandement facilité les trajets à travers les vallées escarpées qui séparent le nord-est du Pays de Galles de l'Angleterre. Lors de son achèvement, la structure était 3 fois plus grande que les aqueducs existants, faisant du projet de Telford une réalisation véritablement révolutionnaire. Aujourd'hui, si tu es assez courageux, il y a même un chemin piéton. Heureusement, le chemin est protégé par une rambarde en fer d'un côté, mais de l'autre, rien du tout. Il est complètement ouvert sur le vide et la gravité. Malgré tout, de nombreux bateaux et même des pratiquants de paddle traversent l'aqueduc chaque jour avec une seule rambarde pour t'empêcher de passer par-dessus. Et un chenal large de seulement 3,7 mètres, ça ressemble davantage à un dangereux numéro de funambule aquatique qu'à une traversée classique en aqueduc. Est-ce que tu aurais le courage de traverser cette voie navigable? Dis-le moi dans les commentaires juste en dessous. Pour moi, c'est du grec. Ok, ce prochain canal grec détient un record du monde assez unique. C'est la voie navigable la plus profonde de la planète avec une profondeur terrifiante de 79 mètres. Mais malgré toute cette profondeur, cette voie navigable appelée le canal de Corinthe ne fait que 25 mètres de large. Ce qui veut dire que les navires ont parfois du mal à se faufiler dans son étroit passage, tandis que ceux dépassant les 18 mètres de large ne peuvent tout simplement pas le traverser. Ces parois déchiquetées sont également connues pour provoquer des glissements de terrain, bloquant le canal lui-même. Lorsque les navires parviennent à franchir, la voie navigable relie le golfe de Corinthe dans la mer Ionienne au golfe Saronique dans la mer Égée. Cela évitait autrefois aux navires de devoir parcourir plus de 640 km autour de la dangereuse péninsule du Péloponnèse, dont les rochers sous-marins et le littoral accidenté pouvaient causer de très gros dégâts. C'était un problème auquel les navires étaient confrontés depuis très longtemps, dès le 7e siècle avant Jésus-Christ même. Périandre, le dirigeant de Corinthe à l'époque, savait qu'il était possible d'éviter ce trajet traître autour de la péninsule en reliant les deux mers, mais la technologie nécessaire pour creuser une telle voie navigable à travers plus de 76 mètres de roches à pic n'était tout simplement pas assez avancée. Beaucoup ont essayé au fil de l'histoire, notamment les empereurs romains Néron et Jules César, mais aucun n'a réussi à en venir à bout, littéralement. Les tentatives ont repris en 1881, mais creuser à travers la roche coûtait tellement cher que le projet a littéralement mis ses constructeurs en faillite. Il a finalement été achevé en 1893, après d'innombrables tentatives ratées et plus de 30 millions de francs, soit environ 150 millions d'euros aujourd'hui de dépenses. Et après tout ce temps, la vision de Périandre était enfin devenue réalité.
Ce canal était peut-être facile à traverser pour les navires du 19e siècle, mais certainement pas pour les modèles beaucoup plus grands d'aujourd'hui, qui peuvent dépasser les 69 mètres de large, soit près de 3 fois la largeur du canal de Corinthe. Malgré cela, il est toujours utilisé et voit passer 15 000 navires chaque année. Ouais, ce canal possède une histoire d'une incroyable richesse, enfouie au plus profond de ces magnifiques eaux bleues, vraiment, vraiment très profond. Suédation. Tu te souviens de 2021, quand les gros titres du monde entier étaient dominés par une panique mondiale? Non, je parle pas du Covid-19, mais de ce navire qui s'était retrouvé dans le canal de Suez. Ce navire, baptisé l'Evergiven, appartenant à la compagnie Evergreen, avait dérivé avant de s'échouer dans le canal, bloquant tous les autres navires dans les deux sens. Un seul navire qui bloque un seul canal, ça pourrait peut-être pas si grave que ça. Mais si on se base sur la valeur des marchandises qui se transitent chaque jour par le canal de Suez, les 151 heures durant lesquelles il est resté immobilisé auraient coûté l'équivalent de 52 milliards d'euros au commerce mondial. Oui, tu l'as bien entendu, des milliards, avec un grand M. Cette catastrophe a montré à quel point le canal de Suez est indispensable à notre système de commerce mondial. En effet, la voie navigable relie le golfe de Suez en Égypte à la mer Méditerranée et permet à l'Europe d'accéder facilement à ces régions. Comme le niveau de l'eau est pratiquement identique des deux côtés, l'eau circule librement dans le canal, aucune écluse n'est nécessaire. Avec ses 193 km de long et un peu plus de 200 mètres de large, le canal de Suez raccourcit les trajets entre l'Asie et l'Europe de l'équivalent de 6900 km. Son impact est particulièrement important pour le navire qui voyage entre le golfe Persique et l'Europe du Nord, car le détour par l'Afrique représente environ 21 000 km et prend près de 24 jours. En passant par le canal de Suez, le trajet tombe à seulement 11 300 km et dure moins de 2 semaines. Tout se dort gagné, comme par magie. Mais ce n'est pas la magie qui a construit le canal de Suez, ce sont 1,5 million de personnes. Quand les travaux ont débuté en 1859, ces ouvriers ont déplacé l'équivalent de près de 74 millions de mètres cubes de terre, dont 17 millions à terre et 57 millions par dragage, afin de donner naissance à ce canal. Et malgré cela, il a fallu 10 ans de travaux avant son ouverture en 1869. Avant cela, une liaison directe entre la mer Rouge et la mer Méditerranée était considérée comme impossible, si bien que les marchandises étaient transportées par voie terrestre. Des véhicules tirés par des chevaux et des trains devaient être utilisés entre la Grande-Bretagne et l'Afrique, ce qui pouvait porter la durée des trajets à au moins 6 mois. Ce canal n'a cessé d'être agrandi au fil des années, permettant à des porte-conteneurs toujours plus grands d'emprunter ses eaux, ce qui augmente sans cesse sa valeur pour le transport maritime mondial. Il a été agrandi en 2014, puis une nouvelle voie parallèle a été mise en service sur une section en 2016. Et les technologies modernes permettent désormais de l'élargir encore davantage, avec des projets prévoyant l'ajout de plus de 70 km de nouveaux chenaux et de voies contournementales. Ce projet espère faire passer le nombre de navires quotidiens de 49 à 97, soit plus du double, tout en faisant grimper les revenus annuels du canal à 4,6 milliards d'euros à près de 11,5 milliards d'euros. Ouais, le canal de Suez remplit vraiment les caisses et je parle pas des berges. Un immense détour. En Chine, l'un des projets maritimes les plus ambitieux de l'histoire est actuellement en cours de construction. Un projet destiné à étancher l'immense soif du pays. Aujourd'hui, environ un tiers des 1,3 milliard d'habitants de la Chine vivent dans le nord, une région beaucoup plus sèche que le sud. Mais au lieu de déplacer toute une population vers le sud pour trouver de l'eau, le projet de dérivation des eaux du sud vers le nord fera venir l'eau jusqu'au nord. Ce projet prévoit la construction de 3 principaux canaux, dont 2 dépassant chacun des 1300 km de long. Ils détourneront l'eau des 3 plus grands fleuves du pays, le Yangtze, le fleuve Jaune et la rivière Han. Et il ne s'agit pas de détourner un simple filet d'eau, mais près de 45 000 milliards de litres chaque année. C'est plus d'eau que contient l'ensemble du réservoir du barrage Hoover. Il s'agit d'un chantier colossal et avec plus de 68 milliards d'euros investis depuis son lancement en 2002, c'est l'un des projets d'ingénierie les plus ambitieux jamais entrepris. Et cela s'explique notamment par la construction d'ouvrages comme l'aqueduc de Shahé, le plus grand aqueduc jamais construit au monde. À l'intérieur de Shahé, 4 chenaux d'eau s'étendent en parallèle sur près de 12 km avec une largeur de 8 mètres et une hauteur de 7 mètres, chacun transportant un flux d'eau distinct. Construit en béton armé, chaque tronçon préfabriqué, c'est-à-dire chaque segment fabriqué en usine, transporté puis installé sur place, pèse jusqu'à 1200 tonnes. Autant dire que c'était pas vraiment un petit chantier, et même si l'aqueduc de Shahé est désormais entièrement opérationnel, l'ensemble de dérivations du projet Sud-Nord ne devrait être achevé qu'en 2050. Malgré tout, la Chine espère ainsi garantir l'accès à l'eau et le bien-être de nombreuses générations futures. Comme quoi, si tu peux pas suivre le courant, tu fais en sorte que le courant te suive. Lequel de ces incroyables ouvrages t'a le plus impressionné? Et est-ce que t'as déjà eu la chance d'en voir un de tes yeux? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous, et comme d'habitude, et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.